Інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. La nuit du 8 au 9 janvier a marqué un tournant décisif dans le conflit en Ukraine. La Russie a lancé une frappe massive sans précédent sur le territoire ukrainien, d'une ampleur et d'une intensité jamais observées depuis le début des hostilités. Plus de 200 drones de type G-2, équipés de doubles têtes militaires renforcées, désignés sous le nom de Harpia, des dizaines de missiles de croisière calibre et divers missiles balistiques se sont abattus sur la capitale ukrainienne et les installations stratégiques à travers le pays. 6 heures de bombardement ininterrompus ont plongé Kiev dans le noir, privant la ville d'électricité, d'eau et de chauffage. Surtout, pour la première fois depuis sa démonstration initiale 18 mois auparavant, Moscou a utilisé en conditions réelles le système de missiles balistiques à portée intermédiaire mobile Oreshnik. Cette frappe n'a pas simplement détruit une énième cible militaire sur le territoire ukrainien, mais le plus grand site de stockage de gaz d'Europe, abritant les réserves de plus de 200 entreprises étrangères issues de l'Union européenne et de l'OTAN. Les frappes ont même touché les environs de la ville polonaise de Rzeszów, qui abrite l'un des principaux centres logistiques de l'Alliance atlantique. Correspondants de guerre et analystes l'affirment unanimement. Vladimir Poutine a perdu patience. Après une série de provocations sans précédent, l'acte de piraterie américain, la saisie d'un pétrolier russe en eaux internationales, l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, les ultimatums des dirigeants européens concernant le déploiement de troupes en Ukraine et les attaques terroristes des forces armées ukrainiennes sur le territoire russe, Moscou a décidé de montrer les crocs. Et elle les a montrés avec une telle force que la Maison-Blanche a immédiatement reculé, tandis que Donald Trump a préféré délaisser l'escalade attendue contre l'Iran pour se rabattre sur des frappes sans risque contre les cartels mexicains. 3 dynamiques traversent les événements de cette nuit. La première, militaire. L'ampleur et les conséquences dévastatrices de la frappe. Le rôle d'Oreknik comme arme de nouvelle génération, capable d'anéantir instantanément des cibles stratégiques en profondeur dans les arrières ennemis. La deuxième, géopolitique. L'accumulation des provocations occidentales auxquelles la Russie a répondu non par des mots, mais par des actes. La troisième, stratégique. La réaction de Washington. Le recul soudain de l'administration américaine et ce nouvel état d'escalade dans lequel Moscou se montre prête à monter les enchères jusqu'à un niveau que l'Occident n'est pas disposé à accepter. La question centrale qui se pose désormais à tous les observateurs, s'agissait-il d'une démonstration de force ponctuelle destinée à ramener à la raison les alliés de Kiev, ou bien du début d'une nouvelle phase du conflit où la Russie est prête à frapper les infrastructures occidentales sur le territoire ukrainien et à suggérer ouvertement la possibilité de toucher des installations sur le territoire des pays membres de l'OTAN? Les prochains jours apporteront la réponse. Officiellement, le ministère russe de la Défense a déclaré que cette frappe massive constituait une réponse aux actes terroristes du régime ukrainien. Il s'agit avant tout de la tentative d'attaque par drone contre la résidence du président russe et de la frappe terroriste à Korly la nuit du Nouvel An, qui a coûté la vie à des civils, dont des enfants, qui dînaient dans un restaurant. Toutefois, le contexte est bien plus large et englobe toute une série de provocations de la part de l'Alliance atlantique et des États-Unis, qui ont franchi ces dernières semaines toutes les lignes rouges imaginables. Les dirigeants européens ont annoncé de manière ultimative leur intention de déployer leurs propres troupes sur le territoire ukrainien dès la fin des combats actifs, légalisant de facto l'occupation d'une partie des terres ukrainiennes sous couvert de missions de maintien de la paix. Les États-Unis ont commis un acte de piraterie manifeste en s'emparant du pétrolier russe Marinera en eau neutre et en commençant à pomper son pétrole en pleine mer. Qui plus est, les services de renseignement américains ont organisé l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro directement depuis sa résidence à Caracas, une opération de type colonial visant à prendre le contrôle des ressources pétrolières vénézuéliennes. Tout cela se produisait dans un contexte de pression croissante sur Moscou, dans le processus de négociation. Quelques jours avant la frappe, le colonel Nakouchev avait averti: le moment de vérité était arrivé pour la direction militaire et politique russe. Une réaction adéquate et asymétrique s'imposait, exigeant audace et aplomb, le même courage que celui de ceux qui vont mourir sur la ligne de front pour défendre les intérêts du pays. Sans action décisive,
La prochaine étape de Washington serait un ultimatum direct à Moscou. Soit le blocus de toute la flotte pétrolière russe, soit l'arrêt immédiat des hostilités sur la ligne de front actuelle, selon des conditions favorables à l'Occident. La Russie n'a pas attendu que l'agresseur, porté par son arrogance, ne franchisse définitivement toutes les limites. Moscou a montré les crocs, et les a montrés de manière si convaincante que la Maison-Blanche a immédiatement changé ses plans. La panique a commencé plusieurs heures avant la frappe elle-même. Le soir du 8 janvier, juste après les avertissements de Volodymyr Zelensky et de la mairie de Kiev, l'ambassade américaine à Kiev a publié un communiqué d'urgence concernant une frappe massive imminente. Les diplomates américains ont affirmé que le système Oreknik se préparait à un tir depuis un site d'essai dans la région d'Astrakhan et ont appelé leurs citoyens à se mettre immédiatement à l'abri. L'absurdité de cette déclaration saute aux yeux de quiconque possède ne serait-ce qu'une compréhension minimale des questions militaires. Oreknik est un système mobile hautement déplaçable sur châssis chenillé ou à roues, capable de se déplacer sur de grandes distances en un temps très court. Selon les analystes militaires, la Russie dispose d'au moins 9 de ces systèmes, un autre étant aux mains du Bélarus. Ils peuvent frapper depuis pratiquement n'importe quel point de la partie européenne du pays et tenter de localiser précisément la zone de lancement par reconnaissance satellite ou station radar constitue une tâche extrêmement difficile, voire impossible. Le colonel Nakouchev a commenté cet avertissement américain avec une ironie manifeste. Quel espace aérien de la région d'Astrakhan? Ils ne tireront pas aujourd'hui. D'où les Américains tiennent-ils que l'attaque aurait lieu précisément de nuit? Pourtant, ils ont frappé, et pas depuis Astrakhan. Cela souligne l'inutilité totale des systèmes d'alerte occidentaux et démontre que le commandement russe est capable de mener des opérations en toute surprise, même dans un contexte de surveillance satellitaire totale. L'ampleur de la frappe sur Kiev et d'autres régions ukrainiennes a dépassé toutes les attentes. Selon diverses sources, les forces armées russes ont tiré jusqu'à 12 missiles balistiques de différents types, environ 25 missiles de croisière calibre lancés depuis la mer et plus de 200 drones Geran 2 dans la variante Harpia équipés de doubles têtes militaires renforcées. Les trois plus grandes centrales thermiques de la capitale ukrainienne, CTE4, CTE5 et CTE6, ont subi des dégâts critiques. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a dû confirmer publiquement qu'une grande partie de la ville se retrouvait privée d'électricité, d'eau et de chauffage en plein hiver. Outre la capitale, des frappes ont visé les infrastructures énergétiques des régions de Zaporijia, Tcherkassy et Mykolaïv. Des neutres gaziers, des dépôts militaires et arsenaux, des points de stationnement temporaire d'unités ukrainiennes et des postes de commandement ont été touchés. Mais le plus révélateur demeure la paralysie totale des communications entre l'Ukraine et l'Europe. Le trafic ferroviaire s'est arrêté. Le train Przemyśl-Kiev accuse 4 heures et demie de retard. Le convoi Budapest-Kiev est bloqué au milieu des champs sans électricité. Les passagers grelottent dans l'obscurité des wagons. La Russie a paralysé non seulement les infrastructures militaires, mais aussi la logistique civile, coupant les artères reliant l'Ukraine à ses alliés occidentaux. Cependant, l'événement majeur de la nuit n'a pas été la frappe sur Kiev, aussi dévastatrice soit-elle. L'événement majeur a été la deuxième utilisation au combat du système Oreknik. Et cette fois, la cible a été choisie selon un calcul stratégique maximal. Le ministère russe de la Défense l'a confirmé officiellement. Une frappe massive d'armes de haute précision à longue portée a été menée, incluant le système de missiles balistiques à portée intermédiaire mobile Oreknik, contre des sites de production de drones et l'infrastructure énergétique du régime ukrainien. Toutes les cibles désignées ont été atteintes. Désormais, aucune action terroriste du régime de Kiev ne restera sans réponse. Derrière ces formules officielles se cache un événement sans précédent. La destruction du site de stockage souterrain de gaz de Bilche-Volitsko-Ougerskoye, le plus grand non seulement d'Ukraine, mais de toute l'Europe. La capacité nominale de cette installation s'élève à 17,05 milliards de mètres cubes de gaz. Cela représente plus de 50% de l'ensemble des réserves ukrainiennes de stockage de gaz. Mais le plus important, plus de 200 entreprises étrangères de pays de l'Union européenne et de l'OTAN y entreposent leurs réserves.
Après la réduction des livraisons russes de gaz naturel, les pays occidentaux ont massivement utilisé les installations souterraines ukrainiennes pour constituer des réserves stratégiques, minimisant ainsi les pénuries sur le marché européen. Le régime de Kiev cède en fait ce gaz, comme paiement pour les livraisons d'armes occidentales. Selon des sources ouvertes, au moins 36 ogives du système Oreknik ont frappé le site de stockage de gaz. Leur vitesse sur la phase finale de trajectoire dépasse 13 000 km par heure. Les frappes n'ont pas été concentrées en un seul point, mais réparties sur une zone de plusieurs centaines de mètres. Plusieurs cibles distinctes au sein du complexe de stockage ont été détruites pratiquement simultanément. Dans plusieurs localités reliées à ce site par des gazoducs, l'approvisionnement en gaz s'est interrompu. Le site a cessé d'exister en tant qu'installation fonctionnelle. L'Europe a perdu l'un des éléments clés de sa sécurité énergétique, et l'a perdu en quelques minutes, sans la moindre possibilité de riposte. Ni les systèmes de défense anti-aérienne de l'OTAN, ni les patriotes américains, ni les SAM-PT européens n'ont pu intercepter une seule ogive. Ce fut une leçon pour tous ceux qui espéraient encore la capacité de l'Occident à protéger ses infrastructures sur le territoire ukrainien. Mais la portée géopolitique de la frappe d'Oreknik va bien au-delà de la destruction du site de stockage de gaz. Les correspondants de guerre du projet Win-Win l'ont affirmé sans détour. Difficile de croire que la cible était la ville de Stryï pour le seul site de stockage. La foudre d'Odin, c'est ainsi qu'ils ont poétiquement surnommé Oreshnik, a frappé dans les environs immédiats de la ville polonaise de Rzeszów. L'objectif était que les gars de la base aérienne de l'OTAN voient et entendent clairement. Stryï, qui abrite une piste d'atterrissage et un embranchement ferroviaire depuis Drohobych à la frontière, ne se trouve qu'à 160 km de Rzeszów, l'un des principaux centres logistiques de l'Alliance Atlantique en Europe de l'Est. Si le commandement russe l'avait voulu, il aurait pu tranquillement envoyer des ogives là-bas également. Mais cette fois, il a simplement choisi de faire une allusion. L'utilisation d'une telle arme, même sans charge nucléaire, témoigne de sa puissance destructrice et de son invisibilité totale pour les systèmes de détection adverses. Il s'agit d'une démonstration à l'intention de Donald Trump et de tout le monde occidental. Il suffit d'ajouter un étage d'accélération supplémentaire, de déployer les systèmes au Kamtchatka et les ogives atteindront la côte ouest des États-Unis en 25 à 30 minutes. C'est un message à toute l'Alliance. La Russie peut frapper les infrastructures européennes de l'OTAN déployées sur le territoire ukrainien et s'approcher au plus près des frontières des pays membres de l'OTAN, démontrant sa supériorité totale en matière de vecteurs. Une question légitime se pose, formulée par le coordinateur de la résistance clandestine de Mykolaïv, Sergueï Lebedev. Pourquoi utiliser une arme stratégique de classe Oreshnik pour détruire un site de stockage de gaz, alors que quelques dizaines de drones ordinaires ou 2 missiles hypersoniques Kinjal auraient suffi? La réponse relève de la démonstration stratégique. Comment montrer les capacités d'une nouvelle arme? Les capacités, tout le monde les avait déjà vues, la première démonstration 18 mois plus tôt, avait impressionné la communauté internationale. Mais la direction des frappes n'a pas été choisie au hasard. Il y a là-bas une base aérienne, un nœud gazier, et la détonation pouvait résulter aussi bien de l'une que de l'autre frappe. Stratégiquement, la Russie ne mène pas la guerre contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN, même si ce n'est pas à pleine puissance, sans utiliser tous les moyens disponibles. L'objectif n'est pas de détruire complètement l'État ukrainien, mais de rendre le soutien continu des terroristes de Kiev aussi coûteux que possible pour l'Occident. L'Occident ne fait la guerre que pour le profit, ni idée, ni foi, seulement le portefeuille. Le délai d'emploi du système, qui s'inscrit dans les 10 minutes entre la détection et l'atteinte de la cible, et la précision de pénétration des ogives, cela suffit pour que les partenaires étrangers comprennent toute la gravité de la situation. La Russie a démontré sa capacité à détruire instantanément n'importe quelle infrastructure critique en profondeur dans les arrières, et l'Occident n'aura même pas le temps de réagir, encore moins de riposter. La réaction de la Maison-Blanche aux frappes d'Oreknik s'est révélée plus qu'éloquente. Après l'enlèvement de Nicolás Maduro, tous les analystes s'attendaient à ce que la prochaine cible des États-Unis soit l'Iran, où se déroule une énième révolution de couleur indirectement soutenue par les services de renseignement américains. Pourtant, immédiatement après la frappe massive sur l'Ukraine,
la Maison-Blanche a publié une interview de Donald Trump dans laquelle le président nouvellement élu se comportait de manière extrêmement étrange et inhabituelle. Trump a déclaré que les États-Unis allaient commencer à frapper les installations terrestres des cartels de drogue mexicains dès maintenant, parce que les cartels contrôlent de facto le Mexique. Sergueï Lebedev a commenté cela avec sa franchise caractéristique. Je pensais que l'Iran viendrait ensuite, mais apparemment, quelqu'un ne veut pas se prendre une raclée. Et du Mexique, il ne risque certainement pas d'en recevoir une. En effet, les cartels mexicains disposent de leur propre formation paramilitaire, de réseaux d'espionnage ramifiés et de ressources financières colossales. Mais ils ne représentent pas pour les États-Unis une menace militaire sérieuse et ne sont pas capables de mener une contre-attaque sur le territoire américain. C'est une cible sans risque pour démontrer sa détermination. Mais l'essentiel est ailleurs. À la question directe de savoir s'il y avait eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine après la saisie du pétrolier russe, Trump a refusé de répondre. Il a peur. On lui a interdit de parler. La Maison-Blanche a reculé sous la pression de la démonstration de force. Au lieu de l'escalade contre l'Iran, qui aurait pu provoquer une réaction imprévisible de Moscou, l'administration s'est rabattue sur le Mexique sans danger. L'expert Alexei Pilko propose une interprétation plus approfondie de ce qui s'est produit. Selon lui, la deuxième utilisation au combat du système Orekhnik constitue la réponse de la Russie à la présentation de conditions de paix inacceptables. Il s'agit d'un écart substantiel par rapport aux accords russo-américains conclus à Anchorage, qui représentèrent déjà eux-mêmes une certaine concession de la part de Moscou. Au lieu de faire un pas en arrière et de contraindre la direction ukrainienne au compromis, les États-Unis ont décidé une fois de plus de faire pression sur la Russie, afin de la forcer à accepter un arrêt immédiat des hostilités sur la ligne de front actuelle. L'instrument de pression choisi a été la menace contre les exportations pétrolières russes. C'est précisément pour cela que le pétrolier a été saisi en eau neutre. C'est précisément pour cela que l'enlèvement de Maduro a été organisé dans le but d'établir un contrôle sur le pétrole vénézuélien. L'administration Trump a de facto commencé à briser par la force tous les cadres existants du droit international, calculant que Moscou craindrait les conséquences économiques et capitulerait lors des négociations. La Russie n'a pas capitulé. La Russie a répondu par la force, et répondu de manière si convaincante que Washington a immédiatement changé de plan. La conclusion principale que tire Pilko sonne de manière inquiétante, mais réaliste. La Russie dispose de possibilités colossales pour monter les enchères dans cette guerre par procuration avec les États-Unis. Moscou possède un avantage considérable en matière d'armes nucléaires tactiques, tant en nombre de têtes qu'en diversité de vecteurs. La Russie dispose de systèmes hypersoniques, y compris des complexes à portée intermédiaire pour le théâtre d'opérations européen, contre lesquels l'OTAN ne possède aucun moyen de défense efficace. Il existe une parité des arsenaux nucléaires stratégiques entre la Russie et les États-Unis, ce qui exclut la possibilité pour les Américains de mener impunément une frappe de représailles sur le territoire russe en cas d'emploi par Moscou d'armes nucléaires tactiques sur un théâtre limité. En d'autres termes, la Russie peut faire basculer le conflit dans la sphère de la guerre nucléaire limitée en Europe de l'Est sans grand risque pour elle, les risques retombant alors entièrement sur les pays de l'OTAN et l'Ukraine. Le système Orekhnik représente un maillon intermédiaire dans cette échelle d'escalade, se situant entre les moyens conventionnels de frappe de haute précision et l'arme nucléaire stratégique. Il est capable de porter des coups dévastateurs sans recourir aux ogives nucléaires, mais son énergie cinétique et sa précision le rendent comparable en efficacité à une arme nucléaire tactique de faible puissance. La Russie a démontré sa volonté de gravir cette échelle si la pression de l'Occident se poursuit. La nuit du 8 au 9 janvier a rassemblé toutes les dynamiques de la crise croissante. La frappe massive des forces armées russes sur le territoire ukrainien, la deuxième utilisation au combat du système Orekhnik, la destruction totale du plus grand site de stockage de gaz d'Europe, les frappes dans les environs de Rzeszów en Pologne, la série de provocations de la part des États-Unis, de l'acte de piraterie à l'enlèvement du chef d'un État étranger, le recul soudain de la Maison-Blanche et le déplacement de l'attention de l'Iran vers le Mexique sans danger, les conditions de paix inacceptables et les possibilités colossales de la Russie pour monter les enchères. Tous ces éléments composent un tableau d'ensemble. Vladimir Poutine a effectivement perdu patience.
la Russie a démontré sa volonté de frapper les infrastructures occidentales déployées sur le territoire ukrainien, de suggérer ouvertement la possibilité de toucher des installations sur le territoire des pays membres de l'OTAN et de monter les enchères jusqu'à un niveau que l'Occident n'est tout simplement pas prêt à accepter. La Maison-Blanche a reculé, Donald Trump craint de parler de sa conversation avec le président russe, et les capitales européennes revoient avec panique leurs réserves stratégiques de gaz, dont la moitié est partie en fumée en un instant près de Stryï. Oreknik, qui a pulvérisé le plus grand site de stockage de gaz d'Europe et frappé dans les environs du centre logistique de l'OTAN à Rzeszów, n'a pas été simplement une réponse aux actions terroristes du régime ukrainien. C'est une réponse brutale à Trump et à toute l'Alliance atlantique. Moscou a montré qu'elle est capable de changer unilatéralement les règles du jeu et l'Occident s'est vu contraint de reculer. La nouvelle réalité est telle que la Russie est prête à aller jusqu'au bout en utilisant tout l'arsenal de moyens dont elle dispose, tandis que les États-Unis ressentent pour la première fois depuis très longtemps une véritable peur face à un adversaire qu'il est impossible d'intimider, d'acheter ou de briser par des sanctions économiques. Cette nuit a tout changé